Bonjour tout le monde, Marc Biba avec vous. Aujourd'hui, on va continuer la lecture de la biologie végétale. Alors, dans cette vidéo-là, on va traiter les préspermaphytes et les gymnospermes et les angiospermes. Alors, les préspermaphytes, c'est la première plante où apparaît la graine. C'est un groupe qui a connu son apogée à l'ère primaire. Ils sont apparus il y a 400 millions d'années. Depuis, ce groupe a décliné pour faire place aux spermatophytes, les plantes à graines. Aujourd'hui, il ne reste qu'un certain d'espèces véritables fossiles vivantes, qui permet d'étudier l'organisation de ce groupe. La grande caractéristique évolutive des préspermaphytes concerne la miniaturisation de gamétophytes et leur intégration dans des structures protectrices. D'objectifs doubles: protéger les gamètes, s'adapter au milieu terrestre. Ce mouvement évolutif va conduire à la formation des structures reproductrices particulières: l'ovule, les étamines et les graines de pollen. La morphologie des préspermaphytes permet de les subdiviser en deux classes. Les ptéridospermes, ce sont les cécadophytes ou encore les fougères à graines. Cette classe regroupe les plantes dont l'appareil végétatif rassemble à celui des fougères arborescentes. C'est le cas par exemple des cécas, qui sont des espèces décoratives survivantes de cette classe. Les chordiates, ou les ginkgo biloba, les ginkgophytes, cette classe n'est représentée aujourd'hui que par une seule et unique espèce vivante, la ginkgo biloba, arbre au mille écus. On l'utilise pour mesurer la pollution atmosphérique. Les derniers survivants de cette espèce ont été localisés au abord des monastères en Chine. L'appareil végétatif est arborescent avec des feuilles de petite taille, bien différenciées. L'apparition de l'ovule. L'une des grandes caractéristiques des préspermaphytes par rapport aux ptéridophytes est l'apparition de l'ovule. Il est avancé que la genèse de cet organe résulte d'une tendance évolutive amorcée chez les ptéridophytes hétérotrophes et hétéroprotalés. Ainsi, chez les ptéridophytes de type cellagénèle, le gamétophyte femelle se développe à l'intérieur de la macrospore tout en restant entouré par la paroi de la macrospore. Donc le gamétophyte femelle est ainsi mieux protégé. Toujours chez les cellagénèles, les macrospores sont des organes de dissémination de l'espèce. Elles se forment à l'intérieur du macrosporange. Ce dernier prend naissance dans l'épice sporifère à la base de la microsporophyte. Chez plusieurs espèces fossiles, on a observé l'intégration de toutes les structures en ensemble indissociable qu'on appelait ovule. L'ovule, tel qu'on le connaît actuellement chez les ginkgo biloba, résulte de la fusion de différents éléments. La macrosporophyle, dans le tigment, enveloppe protectrice de la graine de l'ovule. De l'ovule, le macrosporange, un tissu à rôle nourricière qu'on appelle nucelle. Le gamétophyte femelle est à l'origine de l'endosperme. Cette protection accrue de gamétophytes femelles est certainement l'un des facteurs clés qui a assuré le succès des préspermaphytes et de leurs descendants. Les préspermaphytes ou les spermaphytes. Les descendants des préspermaphytes, ce sont les spermaphytes. Les ovules chez les ginkgos se développent par paires. L'un des deux ovaires, on les observe toujours à l'extrémité d'un pédoncule pour constituer ce que l'on a peu déjà appelé une fleur femelle. L'ovule innove également avec la nouvelle capacité d'accumuler des réserves nutritives avant la fécondation. Au niveau de l'endosperme, ces réserves vont permettre l'alimentation et le développement de futurs embryons résultant de la fécondation de l'un des gamètes femelles ou oosphère. L'appareil reproducteur mâle a également subi des transformations qui ont conduit à la formation de la fleur mâle uniquement composée d'étamines, l'organe mâle de phanérogame, spermatophyte, constitué d'une partie grêle, longue et mue ou minue. Le filet, qui porte à son extrémité l'antère, terminaison renflée,
dont le diamètre est plus grand à certains endroits, de l'étamine qui conduit le pollen, ou élabore le pollen, ou s'élabore le pollen. Les étamines sont constituées d'un filet à l'extrémité duquel on trouve deux sacs polliniques. L'origine physiologique du filet est la microsporophile, entre parenthèses étamines, des ptéridophytes hétérosporés, alors que chaque sac pollinique dérive de la transformation d'un microsporange. À l'intérieur des sacs polliniques se forment par méiose des microspores. Celles-ci ne sont pas disséminées, mais à l'intérieur de l'épaisse paroi de microspores se développe par simple mitose de gamétophytes mâles formés de 4 cellules et qu'on appelle grains de pollen. Ce sont les grains de pollen qui vont être disséminés au contact de l'ovule qui libère les deux gamètes mâles issus de la division de la cellule gamétogène. Ces gamètes vont être libérés au niveau de la chambre pollinique de l'ovule. La reproduction des prispermaphytes est haplodiplophasique avec une génération gamétophyte très réduite qui se développe sur des sporophytes. Seuls les gamétophytes mâles, les grains de pollen, est libéré alors que les gamétophytes femelles, l'endosperme, restent inclus, piégés à l'intérieur de l'ovule. Lorsqu'un grain de pollen est disséminé par le vent, on parle de la pollinisation anémophile. Atterrée sur un ovule, elle pénètre à l'intérieur de celle-ci et libère deux gamètes mâles de grande taille appelés entérozoïdes. Les gamètes mâles sont scellés et sont libérés dans la chambre pollinique où elles nagent activement. Un seul des deux entérozoïdes féconde l'un des deux zoosphères, formant ainsi un zygote diploïde. Généralement, l'ovule tombe de l'arbre. La fécondation de certaines espèces peut ainsi avoir lieu après la chute de l'ovule. Le développement de zygote commence immédiatement et donne naissance à un nouveau sporophyte. Chez les préspermaphytes, le mode de reproduction est archaïque. Puis, il a encore besoin de l'eau pour amener la gamète mâle aux gamètes femelles. Cependant, la fécondation a lieu à l'intérieur d'un organe de protection. L'ovule enrichi de substances de la réserve qui permet le développement de zygote. Les gymnospermes. Ils sont représentés par 700 espèces environ. Beaucoup sont arbres qui constituent les grandes forêts. Ils comportent 7 classes. La plus importante est la classe des conifères, qui compte environ 550 espèces. Donc les gymnospermes sont des plantes à graines. Le cycle est haplodiplophasique, avec dominance de sporophytes. Le gamétophyte est réduit à l'extrême. Ce dernier a une durée de vie très réduite. Il est intégré au sporophyte. La fleur des gymnospermes est réduite aux pièces reproductrices chez les angiospermes. La fleur est complète. Gymno veut dire nu. Donc, les gymnospermes sont caractérisés par un ovule et une graine non protégée. Les espèces les plus importantes sont les sapins et le pin. L'appareil reproducteur est soit mâle, soit femelle, mais les deux appareils existent presque toujours portés par le même arbre, mais dans des structures séparées. On parle d'une espèce monoïque. L'appareil reproducteur mâle. Les organes reproducteurs mâles apparaissent au printemps sous la forme de petites cônes à l'extrémité des jeunes rameaux de l'année. Les cônes mâles présentent plusieurs écailles appelées microsporophiles aux étamines. Les étamines sont dispersées en spirale à la base de ce cône mâle. On trouve des écailles stériles qu'on appelle bractées. Sur la face dorsale des écailles fertiles se trouvent deux sacs polliniques aux microsporanges où va se former, suite à une méiose et un très grand nombre de mitoses, des microspores qui seront à l'origine des gamétophytes mâles au grand pollen. La formation des gamètes mâles. Vers la fin de février, le massif des cellules à l'intérieur des sacs polliniques va subir une méiose pour donner pour chaque cellule 4 microspores. Chaque microspore va subir une mitose qui met en place deux cellules. L'une est appelée cellule végétative et l'autre appelée cellule protalienne. La cellule végétative est de taille importante et riche
en molécules de réserve. Et dans le cytoplasme se trouvent les cellules protaliennes. Chacune de ces cellules va subir une deuxième mitose, mettant en place une cellule génératrice issue de la cellule végétative et une deuxième cellule protalienne. La graine de pollen est ainsi formée. Il contient deux cellules protaliennes, une cellule végétative et une cellule génératrice. C'est cette dernière cellule qui va subir une mitose pour donner deux gamètes mâles. Comme c'est le grain de pollen qui va former les gamètes, il prend le nom de gamétophyte. Chez les gymnospermes, le terme de gamétange disparaît. Les grains de pollen, pour poursuivre leur développement, doivent être dispersés par le vent pour entrer en contact avec les sporanges femelles. Les gamètes mâles ne sont plus ciliés chez les gymnospermes évolués, en comparaison aux prespermaphites. Le grain de pollen mûr s'entoure d'une double paroi, à l'intérieur d'une couche cellulosique qu'on appelle intine, et à l'extérieur d'une couche de chitine qu'on appelle exène. Chez certaines espèces telles que le sapin ou le pin, l'intine forme deux sacs qu'on appelle des ballonnets aérifères. Ce sont des sacs remplis d'air qui vont permettre un meilleur transport des grains de pollen. La cellule végétative est la plus volumineuse. L'appareil reproducteur femelle. Il est formé de cônes dispersés à l'extrémité de certains rameaux de l'année. Ces cônes portent des bractées dont des écailles stériles, dispersées en spirale, et qui portent des écailles fertiles, les macrosporophiles. Près de l'axe du cône et de leur face supérieure, chaque macrosporophile porte deux ovules. La formation de gamétophytes femelles. Une ou plusieurs cellules sur l'épidermique, au niveau de la macrosporophile, subissent la méiose et chacune produit 4 cellules haploïdes disposées en fil. Seuls les spores le plus profond persistent et par des mitoses successives produit le gamétophyte femelle nommé endosperme. Les 3 autres spores dégénèrent et disparaissent. C'est un tissu de réserve haploïde pour le futur embryon. À son niveau se forme un embryon À son niveau se forme un nombre variable d'organes sexuels pluricellulaires appelés l'archigone. Chacune de ces structures est constituée de cellules de colle qui l'entourent, d'un canal et débouche sur l'unique gamète femelle, l'osphère. L'endosperme est entouré d'un tegment. L'ensemble du tegment plus l'anucile plus l'endosperme plus l'archigone forme ce qu'on appelle l'ovule. La maturation de l'ovule est très longue, jusqu'à 17 mois chez certaines espèces. À maturité, le tegment de l'ovule s'ouvre pour former le micropyle. C'est par cette ouverture que le grain de pollen va assurer la fécondation. Alors le micropyle, c'est une ouverture. Par cette ouverture, le grain de pollen va assurer la fécondation de l'ovule. Une méiose à l'intérieur de l'ovule se produit, ce qui va donner 4 cellules haploïdes appelées macrospores. Mais 3 de ces 4 cellules dégénèrent. La cellule reste augmente de taille, se divise. La cellule restante augmente de taille, se divise pour de nombreuses mitoses et donne un seul endosperme. C'est le protal femelle qui se trouve à l'intérieur de l'ovule. On a donc un endoprotalie comme chez les sélaginelles. La fécondation. L'arrivée du grain de pollen au niveau de l'ovule est assurée par le vent. La pollinisation est dite anémophile. Les grains de pollen sont interceptés par les bractées du col femelle qui, dans un premier temps, en position dressée sur le rameau. Les bractées se referment pour piéger les grains de pollen et le jonquon femelle se retourne vers le bas. À ce stade, les archigones ne sont pas complètement différenciés et les ovules ne présentent pas de gamètes. Les grains de pollen sont retenus par une substance liquide collante au niveau de la chambre pollinique de l'ovule jusqu'à maturité de l'ovule. Lorsque les ovules arrivent à maturité, les grains de pollen germent et forment du tube pollinique grâce à l'acidité de la cellule végétative. Les noyaux de la cellule végétative et de la cellule générative migrent le long du tube. Lorsque le tube pollinique entre en contact avec le nucelle, le noyau de la cellule générative donne deux gamètes mâles sans flagelle.
La fécondation a lieu fin juin. Le délai entre la pollinisation et la fécondation est de plusieurs mois. Ce mode de fécondation est appelé siphonogamie. Siphonogamie. Un seul des deux gamètes formé par grain de pollen assure la fécondation de l'osphère. Siphonogamie. Un seul des deux gamètes formés par grain de pollen assure la fécondation de l'osphère. Alors le grain de pollen, il porte deux gamètes. Un seul de deux gamètes qui va former par la graine de pollen qui va assurer la fécondation de l'osphère. Le deuxième gamète féconde l'osphère d'un archégone voisin ou reste inutilisé et dégénère. 2 ou 3 archégones peuvent être fécondés par l'ovule, mais finalement, seul un embryon se développe et permettra la formation de la future plante. L'embryon se divise de façon très importante et produit un ensemble formé d'un cordon cellulaire qu'on appelle suspensure terminée par un pro-embryon. La polyembryonie, présence de plusieurs embryons, polyembryonie, est très commun chez les gymnospermes et elle a pour origine la présence de plusieurs archégones par l'ovule. Le tegment de l'ovule se différencie et se transforme pour assurer la formation de tegments aux écailles de la graine qui ont un rôle protecteur. Le développement de l'embryon exige des sources de carbone et d'énergie. La source de ces éléments est l'endosperme. La graine se détache de con femelle au cours de la maturation de l'embryon qui est toujours très lente. La dissémination de cette graine peut être facilitée par la présence d'une aile comme chez le pain. Après une période de repos ou dormance, la graine germe lorsque les conditions sont favorables. À la germination de l'embryon, il y a formation de plusieurs feuilles, ce qu'on appelle les cotylédons. Les angiospermes. Ils sont caractérisés par l'apparition d'une structure appelée ovaire qui protège les ovules. L'ovaire trouve son origine dans les macrosporophiles qui se forment pour former une loge où on trouvera les ovules. Chaque macrosporophile participe à la formation de l'ovaire. Carpelle qui est un critère de classification des végétaux, le nombre de carpelles. Par rapport aux gymnospermes, les ovules ne sont plus nus, mais compris dans un ovaire à rôle de protection. Les appareils reproducteurs se trouvent dans un organe appelé fleur. Chez les fleurs dites complètes, le réceptacle floral, extrémité élargie de pédoncule floral, porte généralement 4 verticilles. Ce sont les pièces florales. De l'extérieur vers l'intérieur, on observe d'abord le calice qui comprend l'ensemble des sépales. De l'extérieur vers l'intérieur, on observe d'abord le calice qui comprend l'ensemble des sépales. Ce sont généralement des pièces chlorophylliennes, capables d'assurer la photosynthèse et un rôle protecteur. Après le calice, on trouve la corolle. C'est l'ensemble de pétales. L'ensemble des pétales, c'est la corolle. Ce sont des pièces généralement non chlorophylliennes, à double rôle. Premier, c'est la protection et l'attraction des insectes. Ces deux verticilles constituent le périanthe. Enfin, on trouve l'androcée, qui est formé par l'ensemble des étamines. C'est la partie mâle de la fleur. Chaque étamine est formée d'un filet qui permet l'insertion de l'antère sur le réceptacle floral ou sur une autre pièce florale, par exemple les pétales. C'est au niveau de l'antère que se produisent les grains de pollen. Le pistil ou gynécée, qui est le 4e type de verticille, est l'appareil reproducteur femelle disposé au centre de la fleur et qui comprend 3 parties. L'ovaire, surmonté du pistil, au sommet duquel on trouve le stigmate. Le pistil est formé par un certain nombre de carpelles
Chaque carpelle est coave à une macrosporophile qui a participé à la formation de l'ovaire et du pistil. Les bords d'un même carpelle se soudent l'un à l'autre, produisant des carpelles fermées, ou elles laissent un espace libre, produisant des carpelles ouvertes. Si les carpelles sont isolés et indépendants les uns des autres, on parle de génissé apocarpe ou génissé dialycarpé. Si les carpelles sont isolés et indépendants les uns des autres, on parle de génissé apocarpe ou génissé dialycarpé. Si les carpelles sont soudées entre eux ou confondues en une seule masse unique, on parle alors de génissé lorsque le génissé syncarpe ou gamocarplé. Je répète, si les carpelles sont soudées entre eux ou confondues en une seule masse unique, on parle alors de génissé syncarpe ou gamocarplé. Lorsque le génissé est syncarpe, l'union des carpelles concerne principalement l'ovaire, le style et le stigmate demeurent indépendants. Toutefois, chez certaines espèces, l'union des carpelles peut être totale. À l'ensemble de la flore complète peut s'ajouter les glandes nectarifères ou qui produisent le nectar. À l'ensemble de la flore complète peut s'ajouter les glandes nectarifères ou les glandes nectarifias. Alors, ces glandes nectarifias, capables de sécréter un liquide riche en sucre à rôle attractif pour les insectes. L'ovule des angiospermes. Elle comporte 3 parties. Le nucelle, c'est le corps de l'ovule. C'est un tissu à position centrale, un ou deux tegments. Le tegment externe ne fait tout le tour de l'ovule, alors que le tegment interne, oui, il éménage une ouverture lors de la séparation des tegments. Le micropyle, enfin, la troisième partie est le funicule. C'est un fin cordon plus ou moins allongé, suivant les espèces qui relient l'ovule au placenta de l'ovaire. Alors l'ovule, il comporte 3 parties, le nucule et le micropyle, et la troisième partie, c'est le funicule. On définit une zone appelée chalase. C'est la zone où le tegment interne de l'ovule s'individualise à partir du nucelle. Chez les angiospermes, il existe 3 types d'ovules. L'ovule orthotrophe, c'est le trait qui relie l'huile du droit. C'est l'ovule qu'on observe chez les gymnospermes et chez certains angiospermes. La zone à la base de l'ovule, où se fait la fusion de l'ovule et de l'ovaire, est appelée hile. Dans les ovules orthotrophes, le micropyle, la chalase et le hile sont des prolongements des unes et des autres. L'ovule campylotrope. L'ovule campylotrope, l'axe hile ou l'axe chalase micropyle s'encuve entre 60 et 90 degrés au-dessus de la chalase. L'ovule anatrope ou ovule renversé, le micropyle se rapproche encore plus de hile et il se met en face de celui-ci. C'est le cas le plus fréquent chez les angiospermes. Le tegment exine et se dit sur une grande surface ou funicule. Cette zone est appelée la raphie. On ne peut jamais avoir de tegment. La formation des macrospores. L'ovule et le macrosporange, une cellule unique qui subit une méiose. C'est une cellule du nucléus diploïde qui se transforme
ont une cellule mère qui va subir la méiose pour donner 4 macrospores. Ces dernières sont dispersées linéairement et seule la plus profonde poursuivra son évolution pour donner le gamétophyte femelle au sac embryonnaire. Les 3 autres macrospores dégénèrent rapidement. Le macrospore reste grossier et subit 3 mitoses pour donner 8 noyaux disposés de la façon suivante. Du côté des micropiles, on parle de pôle micropilaire. À côté de micropile, on parle de pôle micropilaire, où se positionnent 3 cellules. L'osphère, qui est le gamète femelle, et 2 cellules synergides du côté de la chalasse. C'est le pôle chalasien, où se met en place les 3 cellules antipodes. Les 2 noyaux restent libres et migrent vers le centre du sac embryonnaire où ils forment les 2 noyaux polaires. Le gamétophyte femelle des angiospermes est formé d'une cellule diploïde et de 6 cellules haploïdes. Un ovule immature est constitué de 2 tegments, du funicule, du sac embryonnaire et du reste du nucée. L'appareil reproducteur mâle, formation des microspores. Alors pour la formation des microspores chez les gymnospermes, on va le traiter dans la vidéo suivante. Merci de suivre notre chaîne.